Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 27 février. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi a statué sur plusieurs sujets, notamment la grève des enseignants qui secoue l'école ivoirienne. Le gouvernement a par ailleurs autorisé des accords de prêt pour la réhabilitation et la construction des infrastructures sanitaires et routières sur l'ensemble du territoire ivoirien. Avant la tenue de ce conseil, hier, à sa résidence de Cocody Riviera, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, est en visite à Abidjan. Elle a évoqué avec le président ivoirien la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO. La Côte d'Ivoire, qui entretient aussi d'excellentes relations avec la France, vient de signer un partenariat avec un organisme français, le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Le but, booster la recherche dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. 500 millions de francs CFA ont été débloqués par la France. Enfin, au Nigeria, le président sortant, Muhammadu Buhari, a été réélu pour un mandat de 4 ans à la tête du pays. Pour ce deuxième mandat, il compte renforcer la lutte contre le terrorisme et la corruption. Sa victoire est contestée par son adversaire, l'opposant Atiku Abubakar, qui dénonce un scrutin non crédible. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu le traditionnel conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la grève des enseignants. Par ailleurs, le conseil a autorisé plusieurs accords de prêt pour la réhabilitation et la construction des infrastructures sanitaires et routières sur l'ensemble du territoire. Le reportage de Viviane Aimé. Annoncé par le président de la République au tout début de cette nouvelle année, le programme social du gouvernement pour la période 2019-2020 est déjà en chantier. Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 27 février, a autorisé la conclusion d'un accord de prêt d'un montant de 11,5 milliards de francs pour la réhabilitation et l'équipement de plusieurs infrastructures sanitaires sur l'ensemble du territoire. Ce projet permettra de renforcer et d'améliorer la qualité des services de santé, spécialement la santé maternelle, la santé néonatale et infantile. Le projet prévoit concrètement la réhabilitation et l'équipement de 117 formations sanitaires réparties sur l'étendue du territoire national, ainsi que la formation des ingénieurs et des techniciens voués à la maintenance des équipements. Par ailleurs, le gouvernement entend poursuivre son programme de construction et réhabilitation d'infrastructures routières. Le Conseil des ministres a aussi autorisé la conclusion d'un prêt de plus de 80 milliards de francs pour la construction de 3 échangeurs à Abidjan. Ce projet vise à renforcer la capacité routière et à améliorer la fluidité de la circulation, précisément sur le boulevard François Mitterrand dans la commune de Cocody. Il prévoit plus spécifiquement la construction d'un passage supérieur au carrefour de l'école de police, au carrefour de la Riviera 3 et au carrefour de la Riviera Palmeraie. C'est la ville de Bouaké qui abritera la célébration officielle de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Cette année, les activités se tiendront à Bouaké dans la région de Gbeke autour du thème « Le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme ». Le choix de ce thème traduit la volonté du gouvernement d'orienter ses efforts vers des actions de masse en faveur de la population féminine en vue d'amener la majorité des femmes à se familiariser avec les outils numériques et à s'en approprier afin de développer leurs activités et parvenir ainsi à leur autonomisation rapide. À l'occasion de cette célébration, un atelier d'échange et de partage est prévu avec les femmes du secteur du vivrier pour mettre en valeur le rôle du numérique dans la transformation et la modernisation de l'agriculture dans le domaine du vivrier. Dans son compte-rendu, le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré, a aussi abordé le sujet de la grève des enseignants du secondaire et du supérieur. Ce sont des grèves qui ont un relent politique, a-t-il relevé. Quand on entend dans la liste des revendications du syndicat dans le secteur éducation nationale, la suppression des cours du mercredi, je pense qu'en tant que parent d'élèves, on devrait quand même être interpellé. Ici, on demande
que nos enfants aillent à l'école pour 4 jours, à l'effet de pouvoir donner des cours payants au privé à nos enfants, dont l'argent sortira de vos différentes poches. Et ceci n'est pas du tout acceptable. Quand vous prenez d'autres points de revendication tels que les indemnités de logement, quand vous prenez la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints pour que tout instituteur adjoint soit promu immédiatement instituteur à temps plein, ce sont des sujets qui ont été débattus et sujets qui ont obtenu un accord et abouti à la trêve sociale. Le gouvernement est en contact permanent avec tous les différents acteurs pour trouver un équilibre et permettre à l'école de se dérouler normalement et qu'il n'y ait pas d'année blanche. Il faut juste rappeler à l'attention des différents syndicats qu'on ne peut pas éternellement discuter. Il y a un quantum horaire qu'il faut respecter. Il faut que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin pour que nous puissions sortir de cette impasse créée par leur fait. Et j'ai bon espoir que dans les 24 heures, il y aura des résultats relativement à ces différentes discussions. De l'espoir du côté du gouvernement qui ne ménage pas ses efforts malgré les embûches pour assurer la bonne marche des institutions du pays. Et le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier retrousse ses manches pour l'entretien des routes en vue d'une meilleure circulation des usagers. Le ministère est passé à l'acte une semaine après la rencontre avec les opérateurs économiques exerçant dans le secteur du ciment. Un camion de ciment a été saisi dans la commune de Port-Boué. Il est reproché au conducteur d'avoir déversé du béton préfabriqué sur la voie. Un acte qui cause d'énormes dégâts à la route en la dégradant. Le ministre Amédée Kofi Kwaku invite les populations à saisir son département ministériel avec photo à l'appui en cas de constat de dépôt de ciment sur les voies afin d'appliquer contre les auteurs les sanctions en vigueur. La directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, est en visite de travail en Côte d'Ivoire depuis hier. Audrey Azoulay a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. L'échange a eu lieu à la résidence du chef de l'État à Cocody. Le président et son hôte ont évoqué la coopération entre notre pays et l'UNESCO à Ouattari. La directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Abidjan pour une visite officielle de 48 heures. Le projet d'alphabétisation lancé en 2017 et qui concerne 2 groupes de 260 femmes sur 2 marchés d'Abidjan. La visite de la ville de Grand Bassam, classée depuis 2012 au patrimoine de l'UNESCO, ainsi que la découverte des archives de la Fondation Ampateba constituent les grandes articulations de ce séjour en Côte d'Ivoire. Un séjour qui a débuté mardi par un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons le grand honneur et le plaisir d'accueillir Mme Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, qui est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Madame, c'est un bonheur de vous avoir ici et merci pour tout ce que l'UNESCO fait pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mais c'est moi qui vous remercie de cet accueil pour ma première visite officielle en tant que directrice générale de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir reçus avec mon équipe. Nous avons évoqué avec le Président les différents aspects de la coopération très riche entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO, les questions de patrimoine culturel, les questions d'éducation, bien sûr, nos différentes collaborations pour la paix, pour la recherche de la paix, et tous les sujets d'avenir qui nous rassemblent, au premier rang desquels aussi la défense du système multilatéral et de la coopération internationale. Ministre de la Culture sous François Hollande de février 2016 à mai 2017, Audrey Azoulay a pris la tête de l'UNESCO en octobre 2017. Le vice-président ivoirien est hors du pays, il est en mission à l'étranger. Daniel Kablan-Duncan séjourne à Rome, en Italie, où il a participé à un panel hier mardi. La séance porte sur la nutrition. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a partagé l'expérience ivoirienne dans le domaine, conformément à l'adhésion de notre pays au mouvement Soun créé pour la promotion de la nutrition. Jérôme Kofi Aboulin, depuis l'Italie. Mardi 26 février, le vice-président Daniel Kablan-Duncan est à son 2e passage au siège du PAM à Rome, 24 heures après la tenue de la première session ordinaire 2019 du conseil d'administration
de cette institution. Cette fois, il s'y retrouve en tant que panéliste. Et c'est au tour de Sun Movement, une organisation pour la promotion de la nutrition, que se déroule la cérémonie. Il s'agit pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan d'exposer à travers ce mouvement sur l'expérience ivoirienne en matière de nutrition. Je voudrais rappeler une phrase du président Félix Houphouët-Boigny, qui fut le premier président de la Côte d'Ivoire, et qui disait qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. C'est important parce que c'est toute une philosophie qui dit que la première des libertés, c'est de pouvoir manger à sa faim. D'où l'importance de ce dossier de la nutrition, de l'alimentation, de la sécurité alimentaire. Je dois dire que, dans ce sens, le président Alassane Ouattara, qui est l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, a souhaité que nous puissions adhérer au mouvement SUN. Et c'est en 2013, à Londres, que nous avons adhéré donc au mouvement SUN. Le président Alassane Ouattara a pris un décret mettant en place, hier je plaisantais en disant c'est CNN, en fait c'est CNN en français, qui est le Conseil national de la nutrition. Ce Conseil national de la nutrition, présidé alors par le Premier ministre que j'étais, comprenait une dizaine de ministres. Il couvre pas seulement les secteurs techniques comme la santé, l'agriculture, etc., mais aussi les secteurs économiques, parce que ça a besoin de financement. Le CNN a été mis en place dès donc juillet 2014. Et quand je suis devenu vice-président de la République, le président de la République a décidé que l'ancrage va être fait au niveau du vice-président de la République. C'est vous dire à quel niveau le président de la République a mis ce dossier de manière à pouvoir s'assurer que ce dossier est, disons que, traité comme il faut, en coordination avec le Premier ministre qui est le vice-président du CNN. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, la Côte d'Ivoire a de l'expérience à partager avec la mise en place du centre d'excellence régional en vue de la lutte contre la faim et la malnutrition. C'est à ce titre qu'il indique que ce centre, au lieu d'exercer seulement sur le sol ivoirien et en Afrique de l'Ouest, doit s'adresser à tout le continent africain sur tous les aspects de la nutrition. La Côte d'Ivoire, qui entretient d'excellentes relations avec la France, vient de signer un partenariat avec un organisme français, le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. L'objectif est de booster la recherche dans le secteur du coton, de l'élevage, des fruits et des maraîchers. 500 millions de francs CFA ont été débloqués par la France et le projet va durer 3 ans, comme nous l'explique Noël Niagno. Nous sommes présents aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le champ de la recherche agricole avec le CIRAD. Une preuve, cette signature de convention entre le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, à travers son directeur régional, et le CNRA, Centre national de recherche agronomique, par le soin de son directeur général. Objet de cette convention, renforcer les capacités opérationnelles du CNRA en matière de recherche sur 3 filières. Le coton fait partie de ce qu'on appelle l'or blanc. C'est pour travailler sur les semences et essayer de renforcer un peu la capacité du CNRA en matière de production de matériel végétal performant. Au niveau des productions animales également, c'est pour travailler sur les petits ruminants et sur les volailles traditionnelles pour permettre justement pour apporter un certain plus à ce que nous allons faire. Les cultures maraîchères, c'est pour apporter un plus à ce qui se fait déjà. Singularité de cette convention, les fruits de la recherche doivent être exploitables directement par les bénéficiaires. Une recherche de qualité par des financements qui sont dédiés sur le terrain ivoirien. C'est une recherche qui se veut appliquée, qui se veut vraiment au service des producteurs. Durée du projet, 3 ans avec pour terrain d'exécution la direction régionale du CNRA à Bouaké sous la supervision du CIRAD. Ce projet s'inscrit dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et développement.
Et notre voyage agricole nous conduit en France où le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes à plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire depuis samedi. La délégation ivoirienne, très active à cette rencontre, multiplie les panels pour montrer le savoir-faire de la Côte d'Ivoire et surtout attirer des investisseurs. Leurs ambitions et leurs attentes sont rapportées par l'un de nos envoyés spéciaux, Jean-Jacques Kwame. En attendant la journée dédiée à la Côte d'Ivoire ce jeudi à Paris, la délégation ivoirienne présente au Salon international de l'agriculture multiplie conférences, panels et rencontres B2B afin de favoriser les investissements pour le développement du secteur agricole. Venir faire la promotion du SARA 2019 et également travailler avec nos partenaires de la France, parce que c'est la France qui est le pays à l'honneur au SARA 2019, pour pouvoir commencer à préparer la participation de la France au SARA 2019. Nous avons aidé la filière cola à se restructurer, à se constituer en interprofession. Et comme nous savons que c'est une filière d'avenir, nous sommes venus donc avec elle sur le marché, sur cette plateforme d'échange qu'est le Salon de l'agriculture de Paris, pour que la filière cola puisse se trouver des partenaires pour davantage grandir, pour aller sur le marché par elle-même. Nous sommes venus pour pouvoir parler en même temps de l'ANADER, mais aussi du couplage du SARA prochain avec ce qu'on appelle la semaine africaine de vulgarisation agricole. C'est une semaine où, avec les instances de l'AFAS, qui est le forum africain de conseil agricole et rural, on parle de technologie, de transfert de technologie, de conseil agricole aux producteurs et à tous ceux qui sont intéressés. Concrètement, il est question d'informer en termes d'investissement dans le secteur agricole. Est-ce qu'on a la sécurité en ce qui concerne le foncier? C'est une question qui est très importante. Et donc, il est question de fournir les informations sur notre programme national de sécurisation foncière rurale. Que la Côte d'Ivoire a des atouts et qu'elle a une filière rizicole ambitieuse qui a un potentiel important et qui offre des opportunités vraiment importantes à des partenaires étrangers pour venir en Côte d'Ivoire, nous aider à développer le riz et puis faire leur business. Des potentialités à traduire en début de partenariat à la fin de cette 56e édition du Salon international de l'agriculture. Et sur place ici en Côte d'Ivoire, le PS-Gouv, le plan social du gouvernement est en marche. Les personnes en situation de handicap sont prises en compte dans ce plan. En 2015, 300 ont été recrutés dans l'administration publique. 158 ont été insérés l'année dernière. Mais comment sont-elles perçues? Quel est leur rendement et leur rapport avec les autres? Alexis Ouedraogo nous plonge dans l'environnement professionnel des personnes handicapées. Voyons son reportage. Tiena Koulibaly a 39 ans. Il est agent au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Depuis près de 4 ans, c'est lui le chef du service informatique. Tiena perd l'usage de son bras gauche au cours d'un accident lors de son enfance. Une situation qu'il se hâte de surmonter. Il faut dire qu'au début, il y a eu des difficultés parce que j'étais bouché de nature. Mais Dieu merci, je me suis adapté. Je porte une prothèse aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas vraiment de travailler. Comme Tiena, elles sont nombreuses ces personnes vivant avec un handicap qui n'en font pas un frein à leur épanouissement social et professionnel. Nous rencontrons Tapsoba, agent commercial à la PISAM depuis 22 ans, et Jakari Diakone, agent au ministère des Ressources animales et halieutiques. Tous deux, en situation de handicap, restent assez bien intégrés dans leur service. Disons que le handicap, c'est dans la tête. Ce n'est pas une fatalité. Parce que le mérite d'une vie, c'est de transformer son handicap en avantage. Je souffre de l'handicap visuel. Depuis une vingtaine d'années, je suis au standard. C'est-à-dire que je gère les appels. Il est facile le travail puisque j'ai reçu une formation pour ça. La prise en charge des personnes en situation de handicap se veut au cœur de l'action gouvernementale avec, entre autres acquis, le relèvement du plafond de la subvention, la ratification des droits de l'homme de 2010 et l'encouragement des entreprises privées à recruter des personnes en situation de handicap avec la disposition de l'annexe fiscale. Nous vivons une situation où depuis pratiquement 10 ans, en termes juridiques, notre situation a favorablement évolué. Même s'il y a des choses qui restent à faire, il est souvent intéressant de reconnaître ce qui est fait avant de pouvoir demander un ajout.
Afin de prendre une part active au processus de développement politique et social du pays, la coordination souhaite une politique inclusive élargie aux institutions telles que le Sénat et le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous pensons qu'il y a des personnes handicapées qui se distinguent et nous sommes aussi la société civile. Et pour des questions d'inclusion, nous pensons qu'il est important et il est pratiquement indéniable que les personnes handicapées soient représentées pour apporter une valeur. Le dernier rapport de la Banque mondiale montre que la non-participation des personnes handicapées à l'économie fait perdre 7 à 13% au PIB. Or, nous ne voulons pas que ce PIB soit perdu, nous voulons être des valeurs pour la Côte d'Ivoire. 453 453 personnes sont en situation de handicap en Côte d'Ivoire, soit un peu plus de 2% de la population. Dans le secteur de l'éducation, la grève qui secoue l'école depuis quelques semaines ne laisse pas les acteurs indifférents. Le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire vient de réagir après une rencontre tenue au ministère de l'Éducation nationale. Le SNESI appelle les enseignants à la retenue. Écoutons sa déclaration. Le chronogramme a été finalisé le 18 et les négociations ont débuté le 19. Et pour le SNESI, au jour d'aujourd'hui, il doit y avoir 3 participations et c'est ce que nous avons fait. Les points ont tourné principalement autour de la plateforme revendicative du SNESI, à savoir la revalorisation de l'indemnité contributive au logement, le paiement aux souscripteurs SNESI au projet immobilier Sophia, l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, le respect du référentiel du métier en ce qui concerne les grades A5, A6 et A7 et nos amis ex-contractuels qui, au moment où ils travaillaient en tant que contractuels, avaient une prime de 100 000 francs et qui nous disent que 5 mois n'ont pas été payés avant qu'ils ne soient engagés en tant que fonctionnaires. Voici les 5 points de revendication sur lesquels nous avons planché. Au jour d'aujourd'hui, le SNESI est à sa 3e participation aux négociations. Nous voudrions rassurer l'ensemble de nos militants que les discussions se passent dans de bonnes conditions et nous avons eu des avancées à la date d'aujourd'hui. Nous voudrons aussi les rassurer que le SNESI fera tout pour qu'au sortir de ces négociations, on puisse trouver un bon accord. Voilà, je vous livre à présent un communiqué émanant de la Direction générale des cultes. Le directeur général des cultes informe l'opinion publique nationale et internationale que dans le cadre de l'édition 2019 du Hajj, seuls les 23 organisateurs privés agréés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sont autorisés à inscrire et à convoyer des pèlerins en Arabie Saoudite. En conséquence, toute autre personne morale ou physique qui intervient de près ou de loin dans ce processus s'expose à la rigueur de la loi. Il est par ailleurs fortement recommandé aux candidats au Hajj et leurs parents d'éviter les intermédiaires et tout autre démarcheur. On va parler maintenant développement dans cette édition. Le ministre de la Ville, Albert François Michia, est sur le terrain. Il était dans le district de Yamoussoukro pour toucher du doigt les réalités de la ville et surtout envisager les voies de recours pour un développement harmonieux de la capitale politique ivoirienne. Jacques Tatou. Pour mieux faire comprendre le sens de sa visite technique dans la capitale politique et administrative du pays, le ministre de la Ville a procédé par une séance de travail au cours de laquelle une projection d'images sur Yamoussoukro, grâce à une équipe d'experts en urbanisme qui l'accompagne. Après quoi, Albert François Michia et les autorités locales ont mis le cap sur certains quartiers. Ils ont donc passé au peigne fin les petits quartiers en situation de précarité qui se développent à côté des bâtisses faisant la fierté du pays, notamment l'NSTP, l'INSET et la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Objectif, avoir une idée claire des réalités en matière du développement. Nous saluons la visite de M. le ministre et nous nous attacherons à conjuguer nos efforts pour répondre aux indications qu'il nous donnera dans ce sens-là. Il nous a semblé important au niveau du ministère de la Ville de venir avec les autorités du district autonome de Yamoussoukro et du conseil municipal de Yamoussoukro, de voir quelles sont les préoccupations de cette ville afin que cette ville réponde aux exigences d'une capitale moderne. Aujourd'hui, on parle de développement durable, de ville intelligente, de ville verte.
qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Yamoussoukro réponde à ces critères? Les lacs et les espaces réservés n'ont pas été épargnés par cette visite du ministre de la Ville. Une question dans ce 20h, comment impliquer davantage le secteur privé dans la mise en œuvre d'actions pour renforcer la résilience du littoral ouest africain face au changement climatique? La question réunit plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Des experts du domaine vont développer des cadres de coopération et de partenariat et partager les expériences et bonnes pratiques. Au terme de cette rencontre qui va durer 48 heures, des recommandations seront faites en vue de favoriser l'engagement du secteur privé dans la gestion durable du littoral. Le compte rendu de Grace Kondo dans nos prochaines éditions. Autre problématique, cette fois-ci dans le domaine de la santé, comment surmonter les obstacles en santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile et de nutrition. Le sujet est au menu d'un sommet francophone qui se tient à Abidjan. C'est une première en Afrique francophone. L'objectif de ces travaux d'échange entre pays africains, européens et américains est d'accroître l'utilisation des services de santé par les populations et surtout susciter des résultats probants. Salimatou Dia nous en dira davantage dans nos prochains journaux. Sur la page politique, pour parler cohésion sociale, le sénateur de la région de la Nawa appelle à la paix et à la cohésion sociale. Adama Mané, par ailleurs coordonnateur du RHDP à Soubré, a été entendu par les populations de cette région. Après un séjour dans la capitale économique, le sénateur de la région de la Nawa, Adama Mané, était face aux militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de la ville de Soubré. Une rencontre pour inviter les militants de ce parti de la région par ricochet toutes les populations ivoiriennes à la réconciliation et à la cohésion sociale. C'est dans l'union que nous pouvons retrouver la paix, que nous pouvons retrouver la concorde, que nous pouvons retrouver la réconciliation et la cohésion sociale. Et donc, c'est d'appeler tous les Ivoiriens à pardonner et aller à la réconciliation pour que la Côte d'Ivoire ne souffre plus de ce que nous avons vu, pour que nous continuions d'évoluer dans la paix, dans la fraternité et dans la solidarité. Les militants étaient nombreux à l'appel du sénateur. Par ailleurs, coordonnateur du RHDP du département de Soubré, ils étaient en phase avec le discours de Adama Mané. La politique, bien sûr, mais la politique est venue trouver que nous demeurons des frères. Et nous avons intérêt de se donner la main pour que le bon vivre soit à Soubré. Dans le cadre de la réconciliation entre les fils de la Nawa, entre les hommes politiques de la Nawa, principalement de Soubré, et nous sommes là aussi autour de lui pour magnifier les actions du président de la République, les réalisations du président de la République au plan national et au plan régional. Adama Mané a par la suite exhorté les militants à l'union sacrée autour du RHDP. Selon lui, c'est un creuset de paix et de concorde en Côte d'Ivoire. Il a aussi exprimé sa gratitude au président de la République et au gouvernement pour ses actions de développement, en l'occurrence dans la région de la Nawa. Voilà, c'était un commentaire de Kolo Koulibaly. Nous prenons à présent la direction de Rabat au Maroc qui vibre au rythme de la deuxième édition des Journées culturelles ivoiriennes. Notez qu'un panel se tient sur le thème « Le livre facteur de coopération et d'intégration, le cas de la Côte d'Ivoire et du Maroc ». Issa Tchounoyo est notre envoyé spécial au Maroc. La littérature ivoirienne à l'honneur à Rabat, au Maroc, au cours de la deuxième édition des Journées culturelles ivoiriennes. À la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, le directeur du livre au ministère de la Culture et de la Francophonie, Henri Nkoumo, plaide pour une meilleure intégration et coopération entre les deux pays dans le domaine littéraire. Il y a beaucoup d'éléments qui sont mis sur la table, beaucoup d'éléments qui vont dans le sens de l'intégration, mais comme le disent les professionnels, l'intégration est une machine qu'il faut constamment huiler, il faut faire en sorte qu'elle continue d'avancer et il ne faut pas se satisfaire de l'existant. Ces journées culturelles ivoiriennes montrent bien que l'axe Abidjan-Rabat dans le domaine du livre se porte bien. Des traductions en arabe, des ouvrages Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouma et L'éternel amour de Maurice Bandama. Pas des Marocains témoignent de cette vitalité. Le livre d'Ahmadou Kourouma est vraiment une écriture, une nouvelle écriture
francophone à l'intérieur du français d'un point de vue stylistique, on va dire, mais d'un point de vue humain, c'est l'initiation d'un enfant qui vit une enfance assez normale. La traduction de l'ouvrage de M. le ministre de la Culture ivoirienne m'a offert l'opportunité de découvrir la société ivoirienne, une société civilisée, une société digne de ce nom. La Côte d'Ivoire et le Maroc entretiennent d'excellentes relations sur le plan culturel. Ce panel vient renforcer les liens entre les deux pays. Un rapprochement s'opère de plus en plus. Au niveau de l'édition, il y a eu une coédition, donc c'est un rapprochement. Il y a eu aussi la traduction de 2 livres ivoiriens, c'est aussi un rapprochement. Il y a aussi une convention qui existe entre la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire et la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. C'est aussi un rapprochement. Et le rapprochement va s'intensifier. Il existe un besoin réel d'échange d'ouvrages entre les deux pays, reconnaissent les panélistes. Toutefois, les difficultés de transport de ces livres constituent un véritable frein. Pour assurer une meilleure circulation de ces ouvrages, les panélistes proposent que les compagnies aériennes de ces deux pays soient mises à contribution. C'est officiel, depuis la nuit dernière au Nigeria, le président sortant Muhammadu Buhari a été réélu pour un mandat de 4 ans à la tête du pays. Le général de 76 ans, président en exercice de la CEDEAO, s'offre ainsi un 2e mandat à la tête de la plus grande économie de la région. Au rang de ses principaux défis figurent de nouveau en bonne place les luttes contre le terrorisme et la corruption. Une victoire contestée par son adversaire, l'opposant Atiku Abubakar. Il dénonce un scrutin non crédible et non transparent. Et justement, par rapport à la victoire du président sortant Muhammadu Buhari, le président ivoirien Alassane Ouattara lui a adressé un télégramme de félicitations. Il est ainsi libellé. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de la République sœur du Nigeria me donne l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je salue cette réélection qui constitue assurément une marque incontestable de l'adhésion du peuple nigérien à l'idéal de progrès, de justice sociale et de démocratie pour lequel vous avez toujours œuvré, en même temps qu'il est un témoignage éloquent de la reconnaissance de vos éminentes qualités d'homme d'État et de votre engagement sans réserve en faveur de la paix et de la stabilité dans notre sous-région. Il me plaît également de saisir cette heureuse opportunité pour former des vœux choisis et renouvelés de santé et de succès continu pour votre excellence, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple du Nigeria. Je voudrais enfin vous assurer de mon entière disponibilité à poursuivre de concert avec votre excellence l'œuvre de raffermissement et de diversification des liens qui unissent si heureusement nos deux pays et nos deux peuples. Très haute et fraternelle considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce télégramme signe la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. Passez une très belle soirée sur RTI.